Napoléon à Sainte-Hélène, c'est un sujet effectivement qui interpelle et surtout, à l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon, nous permet de comprendre finalement dans quelles conditions, à la fois l'empereur a vécu ces derniers instants, mais aussi comment cette histoire a pu influer sur notre quotidien, en particulier en Europe de manière plus large, comment cet événement a été compris de manière plus large auprès de ses contemporains et encore jusqu'à aujourd'hui. Alors tout d'abord, il faut bien comprendre que cette histoire débute dans les conditions même de la Belgique, puisque, vous le savez, les dernières batailles, on parle toujours de Waterloo, mais les dernières batailles se déroulent sur le sol belge actuel. Il faut comprendre que Napoléon prend les devants. Il est arrivé pour 100 jours, on le sait, c'est cette période qui débute le 20 mars 1815 lorsqu'il arrive aux Tuileries, et ça s'achèvera le 22 juin 1815 lorsqu'il abdique une seconde fois au palais de l'Élysée. Mais comme je vous le disais, tout s'est déroulé, du moins cet épisode va basculer par les différentes batailles qui se déroulent sur le sol belge. C'est tout d'abord deux combats qui se tiennent le 16 juin 1815 à Ligny d'un côté et à Quatre-Bras de l'autre. Ces deux combats opposent bien entendu les Français, plus largement avec leurs alliés de l'époque, et ils sont très peu nombreux. Ce n'est plus la grande armée qui était partie à 600 000 hommes en direction de la Russie. Ça n'est plus qu'une partie très infime des forces que Napoléon a pu réunir. Et face à lui, il se trouve avec des coalisés anglais, prussiens, bavarois même également, donc j'allais dire allemands comme on pourrait les appeler aujourd'hui, et une partie des troupes qui sont à la fois hollandaises et quelques-unes qui sont belges. Quand ils ne servent pas à Napoléon, ils sont en face de lui. Ces combats des 16 juin, eh bien, c'est une occasion manquée. Et Napoléon, vous le savez, la grande bataille qui va suivre, celle du 18 juin, lui apprend qu'il aurait dû poursuivre l'adversaire de manière beaucoup plus efficace. Je vous le dis, donc, ces batailles vont marquer durablement parce que Napoléon comprend que c'est un combat perdu d'avance et donc il abdique une seconde fois à Paris, au palais de l'Élysée, qui est devenu un palais impérial, et il est encore aujourd'hui palais présidentiel depuis cette époque. Cet épisode donc conditionne et permet de comprendre véritablement ces derniers jours de Napoléon. Parce que ces derniers jours, il les espère, lui, c'est de partir vers un exil qui serait américain. Ça n'est pas Sainte-Hélène. Ça n'est pas Sainte-Hélène comme on le connaît. Lui, son rêve, c'est de vivre dans le dernier pays démocratique de cette époque. Alors, ce n'est pas la démocratie d'aujourd'hui, hein, évidemment. Il s'est passé 200 ans depuis. Mais ce sont les États-Unis d'Amérique, pays tout à fait jeune, lancé dans une conquête de l'ouest du pays. Ces Américains, d'ailleurs, qu'il connaît bien, puisqu'il a fait la paix avec eux en 1800 au fameux traité de Mortefontaine. C'est d'ailleurs une des premières diplomaties napoléoniennes mises en place. Et puis les États-Unis, c'est également un État tout à fait important depuis que Napoléon, il n'était encore que Bonaparte, premier consul, depuis que Napoléon leur a vendu la Louisiane. Donc, donc, c'est véritablement un rêve qu'il souhaite et il aspire à ses vœux en préparant ce voyage avec certains membres de son entourage, en particulier un scientifique, Monge, avec lequel il discute lorsqu'il se trouve à Malmaison après avoir abdiqué, donc à la fin du mois de juin 1815. Et Monge lui dit, mais c'est un rêve extraordinaire. Vous allez relancer les campagnes scientifiques que vous aviez faites autrefois en Égypte. Vous allez découvrir un pays nouveau. Vous allez surtout, par votre présence, donner une nouvelle impulsion à ces États-Unis d'Amérique. Mais pour ce faire, il faut que Napoléon passe l'escadre britannique qui croise au large de l'Atlantique. Et donc, il se rend à Rochefort tout d'abord, puis ensuite sur l'île d'Aix. Alors, l'île d'Aix, pour situer, pour ceux qui aiment les jeux télévisés, l'île d'Aix, c'est tout près de Fort Boyard. Fort Boyard, vous savez que c'est un lieu que Napoléon avait fait construire pour justement protéger la rade de cette partie de la France, c'est-à-dire Rochefort, Fouras, donc ce lieu qui permet justement d'accéder à l'Atlantique. Donc, ce rêve, il souhaite l'exaucer. Malheureusement pour lui, donc les Britanniques refusent de lui donner le sauf-conduit et lui disent tout simplement de venir sur place
à bord du navire Bellérophon qui croise au large, justement, de l'île d'Aix. Le 14 juillet 1815, il abdique une seconde fois, j'allais presque dire, après l'Élysée, puisqu'il se rend aux Britanniques en écrivant une lettre au prince régent, le futur Georges IV, qui a succédé à son frère devenu fou, Georges III. Et il lui dit, prince régent, sire, je viens comme Thémistocle m'asseoir au foyer du peuple britannique. Et il réclame donc l'hospitalité de son plus fervent, de son plus sûr adversaire, celui qu'il a combattu depuis Toulon et qu'il a encore affronté avec Wellington, on le sait, à Waterloo. Malheureusement pour lui, c'est un rêve qui ne s'exaucera jamais, puisqu'il se rend aux Britanniques, monte à bord du Bellérophon, espérant donc toucher les côtes anglaises, pour ensuite évidemment, se rendre aux États-Unis. Mais le piège, évidemment, s'est refermé. Il reste sur le bateau, donc le Bellérophon, et lorsqu'il arrive au large de Plymouth, avec un certain nombre de ses compagnons, dont on va parler tout de suite, eh bien, on le transborde à bord d'un second navire, le Northumberland, qui lui a pour direction non pas les États-Unis, mais justement Sainte-Hélène. Alors les derniers jours de Napoléon, c'est à peu près 5 ans et demi. Il arrivera à bord de ce navire, le Northumberland, qui est conduit par l'amiral Cockburn. Il arrive à Sainte-Hélène le 15 octobre 1815 et s'apprête à vivre donc 5 années et demie, isolé de tout le monde, sans proches, sans membres de sa famille, parce qu'on lui refuse justement cette vie qu'il espérait tant, une vie, j'allais presque dire, de gentleman farmer, comme il avait espéré aux États-Unis. Où se trouve Sainte-Hélène? Et surtout, à qui appartient cette île? Sainte-Hélène, c'est 2500 km des côtes africaines, au large actuellement de la Namibie, et c'est 3500 km des côtes du Brésil. L'île est vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, sans jeu de mots, isolée, au milieu de nulle part. À moins d'être un très bon nageur, pour s'échapper d'une île pareille, il faudrait que Napoléon puisse bénéficier d'aide venue de l'extérieur, ce qu'il espère tant et qui n'arrivera évidemment jamais. Parce que les Britanniques ont trouvé le subterfuge. Sainte-Hélène n'appartient pas aux Anglais directement. Sainte-Hélène, c'est une île qui appartient à la Compagnie générale des Indes. Ce qui signifie que les lois qui régissent l'île ne sont pas les mêmes qu'ailleurs. Et surtout que Napoléon ne dispose pas de l'habeas corpus comme il aurait pu en bénéficier s'il avait posé le pied sur le sol britannique et qu'il s'était installé, de manière provisoire peut-être, à Londres. Ça signifie tout simplement que Napoléon est véritablement, parce que ça a été signé par les coalisés le 2 août 1815, donc il le sait, il va l'apprendre plus tard, mais il sait qu'il est prisonnier, mais qu'en plus, il ne dispose d'aucun recours. Il ne peut pas bénéficier de l'aide d'un avocat, il ne peut pas bénéficier de l'aide de la communauté internationale. Il est prisonnier à double titre. Et la troisième raison aussi de cet isolement, c'est justement la situation de l'île elle-même, qui est, je vous le rappelle, sur la route des Indes, parce qu'à l'époque, il faut le rappeler, le canal de Suez n'a pas encore été percé, et donc pour tous les navires, il faut contourner le continent africain avant de remonter vers l'océan Indien, qui se trouve bien sûr bien plus éloigné. Mais ça veut dire que lorsque Napoléon débarque réellement le 17 octobre 1815 pour découvrir cette île qu'on lui destine comme ultime prison, il l'a très bien compris, eh bien la réaction est très forte. Lorsqu'il est arrivé sur le pont du navire en voyant cette île qui s'est découpée, il a dit à certains de ses compagnons, en particulier à Lascaz, dont nous allons parler, et à Gourgaud, il leur a dit « Ce n'est pas un joli séjour. J'aurais mieux fait de rester en Égypte, je serais à présent empereur de tout l'Orient. » En fait, Napoléon va comprendre que ce dernier séjour de Sainte-Hélène, c'est aussi peut-être une chance pour réfléchir à ce qu'il a fait et donner peut-être des conseils pour les générations suivantes. Du moins, donc, il arrive le 17 octobre 1815. Il s'installe provisoirement pendant une journée et demie dans une petite maison qu'on lui destine, mais très modeste. Ça n'est plus le palais des Tuileries, ça n'est plus le Kremlin, ça n'est plus tous ces palais merveilleux qu'il a occupés auparavant. C'est vraiment une très modeste maison qui se trouve dans la seule ville de l'île de Sainte-Hélène. Cette ville, c'est Jamestown.
Et cette maison, on l'appelle Perteus House, la maison du port, tout simplement. Au bout d'une journée et demie, voyant qu'il est à l'étroit, et puis surtout qu'il ne peut pas installer les différents compagnons qui l'entourent, notamment sa domesticité, eh bien, il demande des renseignements, et en particulier aux domestiques, aux esclaves qui vivent sur l'île. Parce que, comme je vous l'ai dit, cette île qui est située sur la route des Indes, eh bien, elle comprend un grand nombre de domestiques et d'esclaves venus de Chine, venus d'Inde, venus également de, de, de Madagascar. Enfin, c'est une population très étonnante qu'elle découvre ici et qu'il va apprendre à connaître. Ensuite, eh bien, en ayant ces renseignements, il rencontre l'un des administrateurs de la Compagnie des Indes qui s'appelle William Balcombe et qui lui propose, pendant que sa maison définitive, cette fois-ci, qu'on lui destine et qui s'appelle Longwood, dont nous allons reparler, eh bien, pendant que Longwood est en préparation, pendant 2 mois et demi, Napoléon s'installe avec quelques compagnons d'exil dans la maison de William Balcombe. Cette maison s'appelle les Briards. Et en s'installant sur place, dans une petite résidence secondaire sur le domaine des Briards, il découvre aussi non seulement ce cadre tout à fait enchanteur, très agréable, parce que j'ai oublié de le rappeler, l'île est située donc dans l'Atlantique Sud et a un climat tropical tout à fait, j'allais presque dire, agréable. Mais, mais pour les Briards, c'est l'une des exceptions. Et là, c'est un jardin qui pourrait faire penser à l'Éden et où tout pousse avec beaucoup de plaisir. En revanche, Longwood qu'on lui destine, c'est tout à fait différent. Mais attendons la suite. Napoléon donc s'installe à Aubriard et il découvre une partie de la famille de William Balcombe, avec les membres de cette famille, l'épouse de Balcombe et surtout les enfants, parmi lesquels il, euh, il découvre et l'espièglerie de la petite Betsy, la petite Elisabeth, qui va agrémenter son séjour de manière très agréable. Et bien avec Betsy, il lui demande des renseignements. Betsy parle bien sûr anglais et il a à côté de lui donc un certain nombre de compagnons parmi lesquels un certain Emmanuel de Lascaz. Lascaz est un ancien membre du Conseil d'État, il a été en exil aussi à Londres, et donc, pour cette raison, Lascaz a été choisi pour accompagner Napoléon à Sainte-Hélène, parce qu'il parle, lui, l'anglais. Et d'ailleurs, Napoléon, pour rattraper un peu le temps perdu, parce qu'il n'a jamais conversé autrement qu'en français, en italien, et parfois même en allemand, langue qu'il a apprise lorsqu'il était à l'école de Brienne avec des professeurs venus de Prusse, eh bien, Napoléon va donc devoir apprendre l'anglais et il prend des leçons avec Lascaz. Alors, ce ne sera pas un très bon élève et il restera au rang des bribes de conversation. Mais il comprend un petit peu ce qui se passe autour de lui, ce qui est tout de même très important et très intéressant. En faisant de la sorte, eh bien, il va pouvoir commencer à converser justement avec la petite Betsy, qui a à peine 13-14 ans. Et Betsy lui apprend dans quelles conditions on l'accueille ici à Sainte-Hélène. Pour tous les habitants de l'île, Napoléon, c'est l'ogre corse. C'est un personnage détesté qui représente la Révolution française. Ça veut dire une chose horrible, l'égalité, la fraternité et surtout la liberté. Et cela, les Anglais ne peuvent pas accepter. D'ailleurs, lorsqu'il arrive sur cette île, Napoléon n'a qu'une idée en tête, lui qui a, bien sûr, on le sait, rétabli l'esclavage en 1802, mais qui, en 1815, lorsqu'il est revenu, est le premier chef de l'État à avoir mis fin à la traite négrière. Donc Napoléon, lorsqu'il arrive sur l'île de Sainte-Hélène, demande à ce que les esclaves qui sont à son service soient libérés. Et en particulier un certain Toby avec lequel il converse régulièrement et à qui il dit mais c'est inadmissible de vous laisser dans ces conditions-là, il faudrait que vous soyez libre et que vous soyez rémunéré pour votre action et votre activité. Et les Anglais refusent évidemment parce que ça signifierait que tout un pan de leur économie s'écroulerait aussi rapidement qu'ils ont eu du mal, en revanche, et mis tant de temps à le mettre sur pied. Donc Napoléon donc vit de manière très agréable avec la petite Betsy qui agrémente un certain nombre de jeux, converse avec lui et lui apprend un petit peu ce qui s'est passé tout au long de cette période du consulat de l'Empire dans cette île de Sainte-Hélène. Mais au bout de 2 mois et demi, de ces promenades très agréables, de ces déjeuners, de ces dîners qu'il organise avec un certain nombre des gens qui l'entourent, Napoléon comprend que le séjour qui va suivre est beaucoup moins
beaucoup moins glorieux et beaucoup moins agréable qu'il l'avait imaginé. Le 11 décembre 1815, on installe Napoléon avec toute sa petite colonie d'une trentaine de personnes à Longwood. Pour vous situer, Longwood, c'est au sommet, sur un plateau situé donc au sommet de l'île. La maison était autrefois dévolue au gouverneur de Sainte-Hélène, mais uniquement pour la période de l'été austral, c'est-à-dire vraiment quand la pluie était beaucoup moins importante, lorsque les vents n'étaient pas trop importants et surtout lorsque le climat permettait tout simplement de vivre dans de bonnes conditions. Mais Longwood, à l'année, c'est une situation dramatique. L'humidité ambiante est beaucoup plus forte sur le plateau. Ça, c'est pour l'aspect, j'allais dire, climatique. Mais de l'autre, du point de vue des vents, du point de vue des vermines, du point de vue des rats, Longwood est infesté, véritablement. Et toutes les années, il faudra reconstruire régulièrement un bâtiment qui se délite et qui est rongé à la fois, bien entendu, par ces rats, mais également qui pourrit sur place, véritablement, dans des conditions dramatiques. Eh bien, c'est là qu'on va installer Napoléon. La maison, tout d'abord, est modeste, et puis le cadre dans lequel on l'installe, il va le comprendre très rapidement, n'est pas celui qu'il avait véritablement imaginé. Il est entouré par près de 600 soldats qui se relaient toutes les 4 heures et qui permettent justement de la sorte de surveiller Napoléon 24 heures sur 24. Pendant les 1973 jours qu'il occupe à Sainte-Hélène, et puis surtout si l'on accepte donc ces quelques premiers mois, donc une centaine de jours seulement, donc imaginez 1800, plus de 1800 jours, être surveillé jour et nuit, quelle que soit votre activité, la plus intime d'ailleurs, et même quand vous faites des promenades à dos de cheval ou simplement en vous promenant à pied, vous êtes immédiatement sous la surveillance d'un de ces soldats qui se relaie, comme je vous le disais, régulièrement. Napoléon donc refuse ce sort qui lui est jeté. Et il en demande justement des comptes auprès du gouverneur de l'île, qui est en fait l'amiral Cockburn, qui l'a conduit sur place. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Parce que, avec ses compagnons, parmi lesquels on trouve donc Lascaz, dont je vous ai parlé, qui est accompagné lui-même de son fils, Emmanuel de Lascaz, qui a 15 ans, et qui a d'ailleurs conversé régulièrement avec la petite Betsy Balcombe, mais il a aussi à ses côtés 3 généraux, et non des moindres. Le général Bertrand, qui fait office depuis 1813 de grand maréchal du palais, c'est-à-dire celui qui organise la vie quotidienne, l'organisation, l'étiquette, bref, toute l'organisation au quotidien de Napoléon dans ce qu'elle a de plus, j'allais dire, notoire et importante. À ses côtés, donc, 2 autres généraux, le général Gourgaud et le général Montelon. Ces 2 hommes se détestent copieusement. Bertrand, qui est venu avec son épouse, Fanny, qui d'ailleurs était elle-même d'origine britannique, et lorsqu'on lui avait appris à Fanny Bertrand qu'ils allaient s'installer à Sainte-Hélène, elle avait voulu se jeter par-dessus bord du navire en disant tout sauf ça. Et lorsqu'elle avait vu apparaître d'ailleurs au loin l'île en octobre 1815, elle avait dit cette île a été, excusez-moi l'expression, chiée par le diable. Donc elle fait bien comprendre à ses compagnons d'exil que ça ne va pas être justement, comme l'avait dit Napoléon, un très joli séjour. Mais donc, ça c'est pour les Bertrand. En revanche, Montelon, lui, est venu avec son épouse, Albine, très jeune, et qui tourne un petit peu autour de Napoléon en se disant que peut-être, avec son influence, elle pourrait améliorer son sort. Mais de l'autre, il y a le général Gourgaud. Gourgaud est jalousement impatient de se trouver auprès de Napoléon. Il l'aime éperdument. Quand je dis l'aime, bien entendu, c'est d'un point de vue tout à fait distancié, mais il est admiratif de toute cette épopée impériale et souhaite suivre véritablement Napoléon jusqu'au bout de l'ennui tel que ça va se dérouler. Et entre Montelon, qui lui est d'origine un peu noble et qui a surtout servi dans des conditions beaucoup plus favorables, vis-à-vis de Gourgaud, qui lui a été de tous les combats, eh bien cette jalousie va se muer en un drame terrible. Imaginez une trentaine de personnes avec tous les domestiques, comme par exemple le premier valet de chambre, Marchand, comme le fameux Mamelouk Ali, qui n'a d'ailleurs de Mamelouk que le nom, parce que Ali est en réalité Louis-Étienne Saint-Denis. Il est né à Versailles et il n'a pris que l'habit de Mamelouk pour servir de garde du corps, et puis à ses heures perdues
bibliothécaire et d'archiviste. Et puis on compte également un maître d'hôtel qui fait également office parfois de j'allais dire d'espion pour un petit peu surveiller tout ce petit monde et puis de savoir un peu avoir des informations de la ville principale de Jamestown, qui s'appelle Cipriani, qui est corse d'ailleurs comme Napoléon. Bref, tout un aréopage de personnes qui, en comptant également Novéra, Archambault, entourent Napoléon et surtout, non seulement le servent, mais cherchent par là même à se servir eux-mêmes pour avoir une part peut-être un jour d'héritage. Bref, une petite colonie dans laquelle on trouve quelques femmes parfois, mais qui surtout vit en circuit fermé et où les jalousies font s'exacerber tout au long de ce séjour. D'ailleurs, ça va tellement mal se dérouler que l'événement majeur qui se tient l'année suivante, en 1816, lorsque tout le monde s'est installé à Longwood dans des conditions terribles, c'est que l'année suivante, en avril 1816, arrive un nouveau gouverneur, et non des moindres. Alors que Cockburn n'était pas tout à fait favorable à Napoléon, c'est le moins qu'on puisse dire, celui qui va suivre l'est encore moins, parce que cet homme, c'est Hudson Lowe. Il arrive avec son épouse, avec un certain nombre de membres de son état-major, et Hudson Lowe veut véritablement faire respecter les ordres venus de Londres et les respecter à la lettre. J'allais presque dire méticuleusement, de manière tout à fait presque, si vous me permettez l'expression, imbécile. Et il va donner finalement à Napoléon l'élément qui manquait à sa panoplie. Il le dira d'ailleurs lui-même. À ma situation, Napoléon dira à ses compagnons, il manquait une couronne d'épines pour me faire moderne Christ. Et c'est Hudson Lowe qui, avec ses volontés tout à fait terribles, devenu Ponce Pilate, eh bien Hudson Lowe apporte à ma vie le martyr qui manquait. Parce qu'il faut bien se rendre compte que Napoléon, lorsqu'il a quitté l'Europe, était détesté par une grande partie de la population. C'est l'homme des conflits incessants, celui qui a empêché les communautés et surtout les monarchies héréditaires qui l'entouraient de vivre tranquillement. Napoléon, c'est l'homme du peuple, celui qui souhaite l'égalité, celui qui souhaite installer le code civil. D'ailleurs, il le dit à arriver à Sainte-Hélène. Il dira 40 batailles seront effacées par Waterloo. Mais ce qui restera éternellement, c'est mon code civil. Et ce code civil, qui a commencé à être diffusé à travers l'Europe, eh bien, ça jette les bases de cette égalité que cherche tant à installer celui qui se présente comme une sorte d'héritier de Robespierre. D'ailleurs, on l'appelle à l'époque le Robespierre à cheval. Mais ça signifie qu'il a une idée tout à fait préconçue et qu'il ne souhaite pas, justement, engager de pourparlers parfois diplomatiques avec ses adversaires. Donc, Napoléon est dans cet esprit. Et l'arrivée de Hudson Lowe va inverser le regard que l'on porte sur Napoléon. Les journées qui vont suivre, parce que Hudson Lowe non seulement surveille avec beaucoup d'attention et de précision Napoléon, de manière tout à fait stupide, j'allais le dire, et il le fait également avec l'appui de commissaires étrangers qui sont là également pour vérifier que tout se passe bien dans leur esprit à eux. Ces commissaires étrangers sont envoyés par la Russie, ce sera le rôle du comte Balmain, par l'Autriche, c'est le comte Sturmer, et de l'autre, le baron Sturmer, pardon, et de l'autre, un dernier personnage, le marquis de Montchenu, qui lui doit représenter sur l'île le roi Louis XVIII, qui est venu sur le trône remplacer Napoléon aux Tuileries à Paris. Ces trois hommes donc sont des comparses d'Hudson Lowe. Mais lorsqu'ils voient comment Hudson Lowe se présente vis-à-vis de Napoléon, comment il se comporte vis-à-vis de lui, ils sont tout à fait choqués. Et ils envoient des lettres. Ils envoient des lettres à leurs différents cabinets restés en Europe, en leur disant que l'on surveille Napoléon pour qu'on évite qu'il s'échappe, soit, et ça va permettre de repousser les différentes tentatives avortées. Mais quand on aille jusqu'à l'application stricto sensu des règles qu'on n'a même pas demandées de cette manière, c'est-à-dire que les surfaces de promenade de Napoléon soient réduites jour après jour, que la surveillance de Napoléon soit faite à l'intérieur même de son bâtiment par des soldats qu'on souhaite mettre de postes de garde de plus en plus proches, que surtout Napoléon ne reçoive plus, comme il le faisait auparavant, des visiteurs venus de passage sur l'île, comme c'était le cas en 1815, lorsqu'il est arrivé, qu'il ne reçoive plus même les courriers, les journaux, les livres, qui sont sa seule distraction.
À l'époque, ni télévision, ni Internet, ni rien du tout. Donc pour cet homme qui a combattu, qui a voyagé, qui a été si loin dans différentes actions, se retrouver, j'allais presque dire, entre quatre murs, avec uniquement ses livres et quelques compagnons d'infortune, c'est tout de même le faire mourir à petit feu. Et c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer parce que Napoléon va se fâcher forcément avec Hudson Law, et ces derniers jours qui vont suivre seront les plus dramatiques parce qu'il s'enferme dans cette mélancolie, il ne veut plus voir personne, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on lui refuse déjà des visiteurs étrangers, mais même au sein de cette petite communauté qui l'entoure, eh bien, il va se fâcher avec les uns les autres, et à partir de 1817, eh bien, les défections seront de plus en plus nombreuses. C'est tout d'abord Lascaz qui, à la fin de l'année 1816 même, avec son fils Emmanuel, est reparti vers l'Europe. Dans ses bagages, bien entendu, il a gardé une partie des dictées que Napoléon lui a données, des différents témoignages, et en 1823, il en tirera un livre que tout le monde connaît, le fameux Mémorial de Sainte-Hélène, qui sera un livre qui aura une grande postérité, auprès, bien entendu, des romantiques qui vont s'en inspirer, mais au-delà. À partir de 1817, Napoléon, qui s'était rapproché des Balcombes, voit partir avec beaucoup de peine cette famille qui avait donné un petit sourire à cette vie tout à fait monotone. Et puis le fameux général Gourgaud, qui était auprès de lui, quitte également l'île. Surtout, Napoléon voit mourir dans des conditions terribles ce fameux maître d'hôtel qui lui servait d'espion, Cipriani, avec lequel il parlait le corse et avec lequel il évoquait les souvenirs de sa jeunesse passée à Ajaccio. Donc vous le voyez, les défections sont de plus en plus nombreuses. Napoléon se complaît, alors qu'il était parfois emprunt à faire quelques promenades, je vous le disais, à se balader autour de son domicile de Longwood, qu'on lui destine, véritable prison. Et bien maintenant, il ne bouge plus. Parfois, il prend quelques bains, parfois il continue de dicter des souvenirs de campagne militaire à Bertrand, à Gourgaud, jusqu'à ce que Gourgaud ne parte, et surtout à Montholon qui va rester. Et puis parfois aussi, il se plaît à converser plus intimement avec Albine de Montholon, qui va devenir finalement sa dernière maîtresse. Il aura d'ailleurs une fille avec elle, prénommée Joséphine, petite Joséphine, qui malheureusement reviendra ensuite avec sa mère en 1819 en Europe, s'installera avec elle à Bruxelles et mourra à l'âge de 2 ans, sans avoir connu véritablement de bonheur. Donc, Albine, cette dernière passion, c'est une passion, j'allais presque dire, sans espoir. Parce qu'à partir de 1819, Napoléon ne quitte plus son domicile de Longwood et ne veut plus voir personne. Il faut l'arrivée impromptue, alors que ça n'est que des défections précédemment, l'arrivée impromptue de ce qu'on va appeler la petite caravane. Cette petite caravane, elle est envoyée par les membres de l'entourage de Napoléon, la famille Bonaparte, restée en Europe, parmi lesquels on trouve évidemment sa mère, Maman Laetitia, celle qui disait, vous savez, pourvu que ça dure, que cet espoir, que cet empire dure éternellement. On le sait, cette expression qui est peut-être un peu apocryphe, ne sera jamais appliquée parce que Napoléon va mourir en exil et que Madame Laetitia, maman Laetitia, qui est née, elle, en 1750, va survivre à son fils plusieurs années, une quinzaine d'années après lui. Mais donc, en voyant le désespoir de son fils, qu'elle apprend par des courriers un peu cachés que l'on se passe à travers les navires qui croisent au large de Sainte-Hélène et qui accostent de temps en temps, au large donc parce qu'il n'y a pas de port à Sainte-Hélène, il faut passer par des navires de coupée, eh bien, elle apprend donc ce drame qui se joue sur l'île de Sainte-Hélène, et donc elle envoie quelques membres d'un dernier équipage, ce qu'on appelle donc cette petite caravane. Parmi ces hommes et ces femmes, on trouve notamment 2 aumôniers, parce qu'elle a compris que Napoléon est en train de vivre ses derniers instants et qu'il faudra justement recueillir ses derniers témoignages avec 2 aumôniers. Et ces aumôniers, ce sera donc 2 Corses. Tout d'abord, Buonavita, un vieil aumônier qu'elle connaît bien et qui a été envoyé également par le pape. Et de l'autre, Vignali, plus jeune, et qui, lui, recueillera les derniers sentiments et surtout donnera les derniers sacrements à Napoléon à la fin de sa vie. Enfin, il y a un dernier personnage intéressant, alors qu'on trouve également un maître d'hôtel, cette fois-ci véritablement maître d'hôtel, qui l'accompagne pour lui donner un peu d'agrément au niveau culinaire et gastronomique. Il y a un dernier personnage, et non des moindres, c'est Antomarchi.
Francesco Antomarchi est un personnage un peu trouble, un peu étonnant, qu'on présente comme un médecin, mais qui est en fait qu'un chirurgien. Il est très jeune et il n'a jamais exercé. Il est chirurgien, bien sûr, de formation. Il a d'ailleurs appris son art à Florence auprès d'un chirurgien très réputé, Mascagni, mais il n'a jamais été médecin. Et Napoléon, qui a bénéficié d'un très bon médecin, un certain Irlandais, Barry O'Meara, avec lequel il s'est très bien entendu, qu'on lui avait destiné d'ailleurs par le gouverneur, mais qui était d'ailleurs tellement proche que les Anglais, soupçonnant O'Meara de jouer double jeu, l'ont renvoyé en Europe, donc il se trouve sans médecin depuis plusieurs semaines. Et lorsqu'arrive cette petite caravane en septembre 1819, Napoléon se dit, c'est mon dernier espoir. Et quand il voit arriver ces personnes, il ne comprend pas. Lui qui avait demandé par ses lettres secrètes qu'on lui envoie des gens de bonne qualité, comme par exemple le chirurgien Larrey ou le médecin Corvisart ou de très bons aumôniers, comme par exemple Fesch aurait pu peut-être venir, mais comme c'est membre de sa famille, il ne peut pas, donc on aurait pu avoir quelqu'un de très bonne qualité. Il se dit, mais ce sont, permettez-moi l'expression, des seconds couteaux. Ce sont des gens de mauvaise qualité qu'on lui envoie. En fait, il comprend, en parlant avec eux, quand ils arrivent, que Madame Mère s'était imaginé, dans ses rêves les plus dingues, que son fils s'était éloigné de l'île de Sainte-Hélène, emporté par la Vierge et les anges, qu'il avait volé dans les airs et qui s'était déjà installé aux États-Unis comme il le voulait. Donc, elle a envoyé des personnes qui n'avaient aucune qualité propre, ou du moins qui n'avaient pas les qualités requises pour servir un ancien empereur prisonnier. Alors, faisant contre mauvaise fortune bon cœur, Napoléon se contente de ce qu'il a. Et il suit au moins les conseils d'Antomarchi, avec lequel il ne s'entend pas vraiment, mais il suit au moins ces conseils qui vont être quand même très utiles. C'est qu'Antomarchi lui dit, Sire, si vous ne faites pas de l'activité physique, vous mourrez assurément dans les prochaines semaines. Il a pris de l'embonpoint, il ne veut plus voir personne, referme ses volets, va faire installer des stores pour ne pas que les Britanniques le surveillent de manière inconsidérée. Et donc, en suivant les conseils d'Antomarchi, eh bien Napoléon transforme son quotidien du tout au tout. Il a décidé de faire autour de la maison de Longwood, des petits espaces dont il dispose, un véritable jardin. Mais pas un petit jardin. Quand on connaît le caractère de Napoléon, lui qui se rêvait l'égal de Louis XIV, eh bien j'allais presque dire, il va faire des jardins comme le nôtre à Versailles. Il se mue en un véritable jardinier paysagiste. Et il reprend lui-même la bêche, le râteau, comme il le faisait dans son enfance, lorsqu'il était à Ajaccio, aux côtés de son père, dans le jardin des Minelli. De ces petites broussailles et de ces petites herbes qui l'entouraient vont donc naître à la fois des jardins potagers, des jardins fruitiers, des plantations en fleurs et en arbustes qui vont agrémenter son quotidien et surtout, avec cette activité physique, Napoléon reprend des couleurs et reprend justement un peu d'énergie qui avait tant disparu. Lui qui se complaisait auparavant dans des séances de baignoire interminables pendant des heures, dans ce bain chaud qui le délassait mais qui finalement l'envoyait vers cette mélancolie terrible, et bien là, avec cette activité, il se transforme. Malheureusement pour lui, et ça va être vraiment ces derniers jours, malheureusement pour lui, la maladie fait son œuvre. Cette maladie, on a tout dit hein, sur les derniers jours de Napoléon, mais cette maladie, ça n'est pas le rôle qu'on avait toujours imaginé de l'arsenic que lui aurait distillé un Montholon jaloux de ce Napoléon qui serait devenu l'amant de sa femme. D'ailleurs, je vous le rappelle, Albine de Montholon a quitté l'île depuis quelques semaines, et donc il n'y a plus de raison d'être jaloux. D'ailleurs, Montholon est véritablement proche de Napoléon à tous les sens du terme. Il l'encourage à faire cette activité physique, il l'accompagne également dans ses lectures. Il est également l'un de ses confidents qui prendra à la volée un grand nombre de notes pour en faire lui-même un jour un récit de la captivité de Sainte-Hélène. Mais les derniers jours s'avancent. Napoléon, à la fin de 1820, alors que son activité lui avait permis de reprendre un petit peu de la vigueur, à la fin de 1820, il comprend que le mal est beaucoup plus fort. Ce mal, c'est tout d'abord une anémie constante. Il faut voir dans quelles conditions climatiques et d'activité qui a été la sienne. La seconde, c'est qu'il a un hélicobactère qui le ronge de l'intérieur et qui a emporté d'ailleurs son père alors qu'il n'avait que 16 ans, alors que son père, lui, en 1785, est mort dans des conditions terribles à Montpellier. Sa propre sœur, Élisa Bonaparte,
également est morte en 1820 et lorsqu'il apprend la nouvelle dans ses derniers jours, Napoléon comprend qu'il sera le suivant sur cette longue liste, litanie interminable de la famille Bonaparte, de ses 8 frères et sœurs qui avaient été installés sur les trônes d'Europe et qui progressivement doivent vivre en exil dans des conditions beaucoup plus modestes qu'auparavant. À partir de début de 1821, Napoléon souffre abondamment. Et un ulcère qui s'est réveillé dans ces conditions également terribles de psychologiques, hein, lui qui se rêvait l'empereur de tout l'univers, doit se contenter d'une île qui maintenant ne fait plus que 10 km par 17. Il faut comprendre, éloigné des siens, sans revoir son dernière épouse, Marie-Louise, sans revoir surtout ce fils bien-aimé, le fameux roi de Rome, qu'il espérait voir un jour succéder comme le titre de Napoléon II, il l'avait imaginé. Mais ce fils, il ne le reverra plus jamais. Et donc Napoléon, dans ces derniers mois, eh bien, voit réapparaître cet ulcère qui va se transformer tout simplement, malheureusement pour lui, en cancer à la fin de ses jours. En avril 1821, voyant que la fin arrive, il demande à ses derniers compagnons, à Marchand, son premier valet de chambre, à Ali, qui lui sert également pour ses travaux d'écriture, mais surtout à Montelon et à Bertrand, il leur demande de l'accompagner pour rédiger ce fameux testament. Dans ce testament, il affirme tout simplement qu'il est né dans la religion catholique et qu'il souhaite mourir en bon chrétien. Surtout, sa phrase la plus importante, c'est qu'il, je cite, demande à ce que je désire que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Ensuite, dans ce testament qu'il dicte à Montelon en avril 1821 et qui ensuite sera prolongé, complété par 8 codicilles, eh bien, Napoléon précise à la fois ce dont il dispose en biens propres et puis surtout en fonds financiers très importants parce qu'il s'est enrichi bien entendu pendant cette période, mais il souhaite surtout partager équitablement parmi les derniers compagnons qui l'entourent, parmi les membres de son entourage familial resté en Europe et parmi certains de ses soldats qui ont si bien agi à ses côtés. Deux villes également vont bénéficier d'une part de cet héritage qui ne sera, vous le savez, qu'appliqué que bien plus tard, parce que le temps que les opérations se fassent et surtout qu'un Bonaparte revienne au pouvoir, le fameux Napoléon III, eh bien cet héritage sera mis en suspens. Mais deux villes, donc je vous le disais, sont également dotées. Ces deux villes, on les comprend. C'est Méry-sur-Seine. Méry-sur-Seine qui a été détruite entièrement en 1814 par les combats menés par les Français vis-à-vis des coalisés. Et donc Napoléon souhaite que la ville soit entièrement reconstruite. Et la seconde, non des moindres, c'est Brienne-le-Château. Brienne, c'est là qu'il a fait ses classes jeune élève des écoles royales militaires du roi. Et Brienne, il y est venu une seconde fois après avoir vécu 5 ans, de l'âge de 9 ans et demi jusqu'à 14 ans. Il y est revenu une dernière fois en 1805 de retour, enfin en départ vers Milan pour se faire couronner roi d'Italie, et une dernière fois donc en 1814 pour des combats qui ont été terribles, et il souhaite que Brienne bénéficie de son argent. Lorsque toutes ces affaires sont réglées, Napoléon se retrouve donc seul, entouré de ses derniers compagnons d'exil, et puis la souffrance étant si forte, eh bien, en mai 1821, entouré de ses derniers compagnons, il donne ses derniers témoignages, ses derniers mots, et ce seront tout simplement mon fils, tête, armée, et on devine peut-être le soir entendre Joséphine, son dernier amour, son unique amour. Napoléon, donc, le 5 mai 1821, à 17h49, s'éteint, très éloigné des siens, quasiment abandonné et surtout oublié d'une grande partie de la population européenne et même mondiale, mais de ce martyr si incroyable qu'était le sien, eh bien, d'une légende noire qui s'était emparée de tous ceux de ses contemporains qu'il avait connus et qui avaient un peu subi cet attrait, cette ambition dévorante qui était le sien, eh bien, Napoléon a transformé, par ce séjour terrible de Sainte-Hélène, une légende noire en une légende dorée, dont aujourd'hui encore, 200 ans après, nous sommes non seulement les dépositaires, mais surtout les héritiers. Je vous remercie beaucoup de votre attention.